Tu as probablement entendu parler de la mystérieuse civilisation perdue de l'Atlantide. C'était une société utopique et technologiquement avancée où les gens vivaient heureux. Mais quelque chose s'est passé et l'Atlantide a disparu de la surface de la Terre. Beaucoup pensent que cette cité se trouve au fond de l'océan Atlantique. Mais se pourrait-il que nous l'ayons cherchée au mauvais endroit pendant tout ce temps? Et si elle se trouvait à un endroit complètement différent? Et si l'Atlantide se trouvait au milieu du désert du Sahara? Cette théorie inattendue est étayée par plusieurs preuves. Mais pour étudier cette version, il faut d'abord comprendre ce qu'était l'Atlantide et comment on l'a découverte. La toute première mention de la mystérieuse cité remonte à 360 avant notre ère. Le philosophe antique Platon a écrit sur l'Atlantide. Son ouvrage « Dialogue » l'a décrit comme une terre riche, dotée de technologies avancées. Ses habitants étaient puissants, intelligents et beaux, comme des surhommes. Il a décrit en détail la structure de la ville, si bien que de nombreuses personnes ont cru en l'existence de l'Atlantide. D'après ses archives, les Atlantes ont construit cet endroit en plusieurs cercles concentriques de pierres noires et rouges. Ils ont ensuite recouvert ces cercles de laiton, d'étain et de métaux précieux. Dans la cité, il y avait des canaux sur lesquels naviguaient les bateaux. Les Atlantes étaient des marins, ils ont donc construit un passage entre leur ville et la haute mer. Sur Internet, tu peux trouver de nombreux dessins de l'Atlantide, réalisés à partir de descriptions de Platon. Jette un coup d'œil à ces dessins et il y a une photo réelle de l'œil du Sahara. Cet endroit, situé au beau milieu du désert, a la forme de plusieurs cercles concentriques. On dirait qu'une ville détruite a laissé une trace dans le sable. De nombreuses personnes ont supposé que la cité perdue se trouvait à cet endroit, mais personne n'a pu le prouver. Autrefois, le Sahara était couvert de rivières et de lacs. Durant la préhistoire, il n'y avait que de l'eau ici. Jusqu'à présent, tout concorde. L'œil du Sahara a été découvert pour la première fois dans les années 1930. On a longtemps cru que c'était un cratère créé par la chute d'une météorite. Mais au milieu du XXe siècle, des scientifiques ont effectué une analyse du sol et ont réfuté la version d'une météorite tombée depuis l'espace. Finalement, tout le monde s'est accordé à dire qu'il s'agissait d'un dôme de roche en fusion sous lequel le magma s'était déchaîné. Pendant des millions d'années, le vent et l'eau ont façonné le paysage et ont fini par lui donner l'aspect de cercle parfait. Et si les Atlantes étaient venus à cet endroit et avaient utilisé les cercles naturels pour construire leur ville? Dans ce cas, il y aurait de nombreuses traces et artefacts de cette civilisation développée. Les archéologues y ont bel et bien trouvé des pointes de flèches, des lances, des rames et d'autres objets. Mais ces objets n'ont rien à voir avec l'Atlantide. Les artefacts trouvés dans l'œil du Sahara appartenaient aux Aqueuléens, une ancienne tribu qui fréquentait la région. Pour la première fois, des outils aqueuléens sont apparus il y a plus d'1,5 million d'années. Certains des objets trouvés ici pourraient avoir 130 000 ans. Et selon les archives, l'Atlantide existait il y a environ 12 000 ans. Les archéologues n'ont trouvé aucune structure artificielle à cet endroit, ni aucun débris ou trace d'une grande ville. On aurait pourtant trouvé quelque chose si une grande ville dotée de technologies avancées avait existé à cet endroit. Le principal défenseur de cette théorie est l'auteur d'une chaîne YouTube qui a recueilli 1 million de vues et a attiré l'attention de nombreux historiens et anthropologues. Mais l'idée selon laquelle l'œil du Sahara est l'Atlantide a été rapidement réfutée. Les gens ont trouvé trop de divergences entre cet endroit et la description de la cité perdue. L'auteur de la chaîne a simplement tenté d'attirer l'attention des spectateurs en présentant des similitudes entre le paysage naturel et la cité antique fictive. Une autre théorie populaire prétend que l'Atlantide était un véritable continent situé au large des Bahamas. Puis, elle aurait été engloutie par le triangle des Bermudes. Selon cette légende, les ruines de la cité se trouveraient encore au fond du triangle. Mais cette théorie n'est pas non plus confirmée. On la doit à l'écrivain Charles Berlitz et ses adeptes affirment que les murs et les rues de la partie occidentale des Bahamas pourraient être les ruines de l'Atlantide. Mais les scientifiques ne sont pas d'accord. Ils ont prouvé que ces murs sont des formations naturelles de roches côtières. D'autres rumeurs affirment que l'histoire de l'Atlantide a été inspirée par une catastrophe historique réelle, le déluge de la mer Noire dans le détroit du Bosphore, reliant la mer Noire et la mer de Marmara. Vers 5600 avant notre ère, la mer Noire était 2 fois plus petite qu'aujourd'hui et comptait de nombreuses villes sur ses rives. Malheureusement, une énorme inondation a détruit cette civilisation florissante.
En l'espace d'1 an, les villes ont été englouties et les survivants se sont installés dans des pays étrangers où ils ont raconté des histoires sur l'inondation. Ce sont peut-être ces récits qui ont inspiré à Platon l'idée de l'Atlantide. Dans les années 1950, des gens ont proposé une autre version. L'Atlantide était le continent qui est aujourd'hui l'Antarctique. Il y a des dizaines de milliers d'années, un continent chaud avec des villes développées s'est déplacé vers le pôle sud en raison du mouvement de la croûte terrestre. Les Atlantes n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles conditions froides et l'Atlantide a été recouverte d'épaisses couches de glace. Cette théorie a été réfutée lorsque les scientifiques ont commencé à étudier la nature des plaques tectoniques. Il s'est avéré que la croûte terrestre n'a pas pu déplacer un continent aussi vaste que l'Antarctique. Les plaques tectoniques ne se comportent pas de cette manière. Finalement, la question principale est, l'Atlantide a-t-elle vraiment existé? Personne ne l'avait décrite avant Platon. C'est peut-être le philosophe qui l'a inventée, afin de souligner la justesse de sa vision de la vie et d'illustrer ses théories philosophiques. Dans ses œuvres, il a beaucoup parlé de la nature divine et humaine, et de la façon dont les hommes peuvent détruire cette nature. Il a parlé de sociétés idéales courant à leur perte à cause de comportements immoraux. Les Atlantes étaient soi-disant des gens épris de moralité et de spiritualité qui avaient créé une utopie. Mais ils sont devenus cupides et mauvais. Ils ont détruit leur nature profonde et en guise de punition divine, ils ont dû assister à la destruction de leur cité. Une nuit, des incendies et des tremblements de terre ont frappé l'Atlantide et l'ont plongée dans la mer. Les puissances supérieures punissaient les gens pour leur comportement immoral, et Platon voulait que tout le monde ait peur de la déchéance morale. Mais à en juger par les descriptions des tremblements de terre et des incendies, on pourrait croire que l'Atlantide a été détruite par une éruption volcanique, comme ce fut le cas pour l'ancienne ville romaine de Pompéi. De telles destructions se sont souvent produites au cours de l'histoire. Les catastrophes naturelles ont détruit de nombreuses cités florissantes. L'un des cas les plus célèbres s'est produit en 1100 avant notre ère, en Méditerranée, lorsqu'une éruption volcanique a détruit la société minoenne alors très développée. Elle avait perduré pendant environ 2000 ans. Les Minoens vivaient principalement sur les îles de Crète et de Santorin. Ils avaient de belles maisons, un système d'égouts et une économie développée. Ils pratiquaient l'agriculture, cultivaient des fruits et des légumes, peignaient des fresques et fabriquaient des bijoux. Ils ont été les premiers à fonder la thalassocratie, un empire basé sur la mer. Ils vivent de la pêche, de la piraterie et du commerce maritime. En même temps, ils pratiquaient des rituels cruels et leur mode de vie était loin d'être moral. Habitués aux tremblements de terre sur l'île de Santorin, ils ont renforcé les murs de la ville avec des poutres en bois. Mais ils ne savaient pas ce qu'était une éruption volcanique. Et quand l'odeur de soufre est apparue dans l'air, ils n'ont pas soupçonné la catastrophe imminente. Lorsque le volcan a déversé des tonnes de lave et de cendres, tous les habitants de Santorin ont abandonné leurs maisons et tenté de s'enfuir. Mais ils n'ont pas pu. L'éruption et le tremblement de terre ont déclenché un tsunami. Une immense vague a inondé la partie côtière de la Crète. L'économie des Minoens a été durement touchée et leurs ports ont été détruits. Des étrangers ont alors attaqué la Crète et ont finalement mis fin à la civilisation qui s'y était développée. Certains historiens pensent que Platon aurait pu faire référence à l'empire minoen lorsqu'il a décrit l'Atlantide. En utilisant leur exemple, il a montré comment les actions immorales pouvaient conduire les gens à leur perte. Les scientifiques ont récemment découvert des vestiges comparables à l'Atlantide, près de l'Australie. Autrefois, un continent entier se trouvait là, désormais submergé. Voici son histoire. Il y a environ 70 000 ans, pendant la dernière période glaciaire, une vaste masse terrestre appelée Saül existait dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Cet ancien supercontinent connectait ce que nous connaissons aujourd'hui sous les noms d'Australie, de Nouvelle-Guinée, de Tasmanie et des îles Aru, formant une immense étendue de terre continue. Imaginez des forêts tropicales luxuriantes entourées de majestueuses montagnes. Les plus hautes montagnes de Saül se trouvaient dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée et atteignaient des sommets de plus de 3900 mètres. Ce lieu exceptionnel abritait une diversité d'animaux uniques, principalement des marsupiaux. Mais il n'y avait pas que des koalas et des kangourous. Saül hébergeait divers types de brouteurs, fouisseurs, charognards et prédateurs. On y trouvait le gigantesque diprotodon, le redoutable chasseur qu'était le thylacoleo, et le terrifiant mégalania, une créature bien plus grande que la plupart des lézards vivants aujourd'hui. Ce territoire était tout à fait singulier,
Car, tandis que le reste du monde était peuplé d'animaux placentaires comme les loups, les éléphants et les humains, Saül ne comptait parmi ces mammifères classiques que des chauves-souris et des rongeurs. Toutefois, ces différentes régions présentèrent des écosystèmes variés. Les régions de Timor, d'Arafura et de Carpentaria étaient hautes et couvertes de savanes et de forêts sèches, rappelant un peu l'Australie moderne avec ses déserts arides, ses broussailles, ses steppes et ses forêts tempérées le long de la côte est. À cette époque, les humains migraient à travers le globe. Ils ont entrepris un voyage extraordinaire depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à Saül, et y sont parvenus pour la première fois il y a 60 à 45 000 ans. Ils voyageaient principalement à pied et traversèrent la mer à l'aide de radeaux en bambou et de bateaux rudimentaires. Ils provenaient de l'ancien plateau continental de Sunda, qui englobait des parties de l'Asie du Sud-Est. En traversant une série d'îles connues sous le nom de Wallacea, ils se sont finalement répandus à travers le Saül. Et ce n'était pas un petit périple. Le Saül était immense, s'étendant sur environ 10,6 millions de kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que celle des États-Unis ou du Canada. Il s'étirait de l'équateur jusqu'à la partie sud de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, en arrivant dans ce qui est aujourd'hui l'Australie, ces voyageurs devinrent les premiers habitants de cette terre. Les scientifiques estiment que le Saül comptait alors environ 500 000 habitants. Nous avons aussi découvert des peintures rupestres datant d'environ 40 000 ans, qui représentaient des scènes de chasse au buffle nain ou à Noah face à des figures humaines et animales. Les chercheurs s'efforcent de comprendre comment ces premiers colons se déplaçaient à travers le Saül et où trouver des traces archéologiques de leur voyage. Pour ce faire, ils ont créé un modèle informatique de l'évolution du paysage. Cette simulation a montré les transformations du Saül entre 75 et 35 000 ans, révélant des routes migratoires potentielles et des sites archéologiques. Les hommes se déplaçaient probablement le long des côtes et des rivières. Mais comment le Saül a-t-il été submergé, à l'image de la mythique Atlantide? Durant la dernière période glaciaire, une grande partie de l'eau terrestre était emprisonnée dans d'immenses calottes glaciaires, faisant ainsi baisser le niveau de la mer. Par la suite, avec l'augmentation des températures mondiales, ces calottes ont fondu et le niveau de la mer a monté d'autant, submergeant les ponts terrestres qui reliaient les différentes parties du Saül. Il y a environ 8000 ans, la Nouvelle-Guinée s'est séparée de l'Australie continentale. Puis, il y a environ 6000 ans, ce fut au tour de la Tasmanie. Mais grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons encore explorer les parties submergées du Saül. Les plongeurs explorent et collectent des échantillons directement depuis le fond de l'océan, et les drones sous-marins peuvent atteindre des zones trop profondes ou dangereuses pour les humains. Grâce à la cartographie par sonar, les scientifiques utilisent les ondes sonores pour dresser des cartes du fond marin, un peu comme utiliser un écho permettant de voir sous l'eau. Les ondes rebondissent sur le fond marin et reviennent à l'envoyeur, aidant ainsi à composer une image des environs. Dans les profondeurs sous-marines, les archéologues ont trouvé des outils en pierre et d'autres artefacts. Ils ont également découvert des fossiles d'animaux tels que le diprotodon et le thylacoleo. En étudiant le terrain submergé de Saül, ils ont mis en évidence l'existence de rivières, de lacs et de côtes datant de la période glaciaire. Mais pour autant, Saül n'est pas le seul continent submergé au monde. Ce n'est même pas le seul trésor caché de l'Asie du Sud-Est. Prenez le Sundaland, une région composée de Sumatra, Java, Bornéo et quelques autres îles. Cet endroit était gigantesque durant l'ère glaciaire, mais aujourd'hui, il est presque entièrement submergé. Presque, mais pas totalement. Les parties émergées grouillent encore de vie. Si vous aimez les oiseaux, visitez donc cet endroit. Il abrite près d'un cinquième des espèces d'oiseaux du monde. On peut y apercevoir des oiseaux colorés comme l'aigle de Java et les tourneaux de Bali au sein des forêts luxuriantes. C'est aussi le foyer d'un quart des espèces de poissons de la Terre. Les eaux du Sundaland sont un havre pour la vie marine, même pour les plus exotiques, comme les arowanas asiatiques. C'est aussi une véritable mine d'or en matière de fleurs. C'est là que l'on peut trouver la Rafflesia et le titan Arum, les plus grandes fleurs au monde. Cela la rend très similaire au continent de Zélandia. Il s'agit d'une longue et étroite bande de terre, mesurant la moitié de la taille de l'Australie et qui s'est détachée de l'Antarctique il y a environ 100 millions d'années. Tout comme le Sundaland, elle n'est pas entièrement submergée. 7% de sa surface reste au-dessus du niveau de la mer. Ce fragment émergé est ce que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'île Stewart et quelques petites îles. Ces morceaux de Zélandia sont tempérés et luxuriants. Ils regorgent de volcans, de chaînes de montagnes,
de magnifiques geysers naturels et de sources chaudes. Les Maoris utilisent ces dernières pour cuisiner. Ils placent du maïs, des œufs et des légumes dans des paniers et les plongent directement dans les sources thermales. Parfois, ils cuisinent également dans un four creusé et rempli de pierres chauffées. Un autre monde perdu est connu sous le nom d'Argoland. Cette mystérieuse masse terrestre faisait autrefois partie de l'Australie, à l'époque des dinosaures, et elle a intrigué les scientifiques pendant des décennies. On soupçonnait son existence car il a laissé une immense étendue sur les fonds marins, la plaine abyssale d'Argo. Il y a environ 155 millions d'années, l'Argoland s'est détaché de l'Australie et a dérivé vers le nord. Puis, lorsqu'il a atteint l'Asie du Sud-Est, il a tout simplement disparu. Les scientifiques n'avaient aucune idée de l'endroit où il avait pu passer. Mais récemment, ils ont finalement retrouvé sa trace. Il se trouve que les parties inférieures du malheureux Argoland ont commencé à sombrer dans la fosse de la sonde, un abîme océanique terriblement profond. La croûte terrestre a coulé dans le manteau, et pendant ce temps, les parties supérieures d'Argoland ont été poussées vers le haut, intégrant des roches plus jeunes à la surface. À cause de cela, Argoland s'est disloqué en plusieurs fragments plus petits. Ces derniers ont formé des parties de Bornéo, Java, Célèbes et d'autres régions. Le reste est profondément enfoui sous l'Indonésie et la Birmanie. Imaginez une masse terrestre colossale de la taille du Groenland, le Grand Adria. Son voyage a débuté il y a environ 240 millions d'années, lorsqu'il s'est détaché du supercontinent de Gondwana. Il a commencé à dériver vers le nord et après 100 millions d'années passées dans des mers chaudes, il a soudainement percuté l'Europe avant de se fragmenter. La plupart de ces morceaux ont été entraînés profondément dans le manteau terrestre, mais certains ont été arrachés et sont devenus partie intégrante de chaînes montagneuses comme celle des Alpes. Aujourd'hui, les vestiges du Grand Adria sont dispersés dans plus de 30 pays, de l'Espagne jusqu'à l'Iran. C'est pourquoi ils sont si difficiles à localiser. Les Seychelles faisaient également partie de Gondwana. Et oui, ces îles idylliques reposent sur les vestiges de l'ancien continent. Nous en avons d'ailleurs appris beaucoup grâce à ces fascinants affleurements granitiques. C'est Alfred Wegener qui a suggéré la dérive des continents il y a près d'un siècle, mais personne ne le croyait à l'époque. Et ces affleurements l'ont aidé à prouver que les plaques tectoniques se déplaçaient réellement. Les Seychelles se sont séparées de l'Inde et de Madagascar, et sont finalement devenues un archipel solitaire dans l'océan Indien. Cela s'est probablement produit à cause de l'activité volcanique intense des trappes du Deccan. Aujourd'hui, les îles abritent des espèces uniques, tant sur Terre que dans les récifs coralliens environnants. Le microcontinent de Mauritia s'est détaché de l'Inde après l'extinction des dinosaures. Au cours de son voyage, il s'est étiré pour prendre une forme de ruban, avant de se fragmenter. Aujourd'hui, ces fragments sont éparpillés sous l'océan Indien. Les scientifiques ont découvert cette terre perdue en étudiant de minuscules cristaux anciens appelés zircons. Ces zircons sont pareils à des capsules temporelles. Ils remontent à une période antédiluvienne, pouvant aller de 660 millions à 2 milliards d'années, bien plus anciens que l'île Maurice elle-même. Ces cristaux anciens ont suggéré l'existence d'une autre Atlantide quelque part à proximité. Il semble qu'il y ait des continents engloutis un peu partout dans le monde. Et peut-être en découvrirons-nous encore beaucoup d'autres à l'avenir. Située dans le sud-ouest du Pacifique, la Nouvelle-Zélande n'est pas seulement une terre de montagne, d'animaux parmi les plus singuliers de la planète et de célèbres terriers de hobbits. Un autre fait étonnant mérite d'être souligné. Elle repose sur un continent dissimulé dont 94% gît sous les flots. En réalité, seule affleure une portion émergée d'une masse engloutie dépassant la moitié de l'Australie en superficie. Or, avec la montée des océans, une interrogation persiste. Faudra-t-il qu'un jour toutes ces créatures remarquables prennent des leçons de natation? La Zélandia est un vaste continent submergé qui s'étend de la Nouvelle-Zélande jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Cette étendue engloutie recèle des montagnes, des vallées et une identité géologique bien distincte. Mais comment qualifier de continent une région sous-marine? Le fait est que l'immersion ne retire pas ce statut, elle le rend simplement moins perceptible. Beaucoup s'imaginent un continent comme une grande étendue où l'on peut poser le pied. Mais les géologues ne le définissent pas par ce qui émerge, mais plutôt par la nature même de sa croûte. La majeure partie de la croûte terrestre est océanique, mince, dense et formée de basalte. Les continents, eux, reposent sur une croûte plus épaisse, plus légère et bien plus ancienne. C'est précisément le cas de la Zélandia. Bien que presque entièrement immergée,
elle possède le même type de croûte que l'Australie ou l'Amérique du Sud. Elle abrite chaînes de montagnes, bassins sédimentaires, lignes de failles et même des fossiles attestant qu'elle fut jadis couverte de forêts et peuplée d'animaux terrestres. Durant l'ère des dinosaures, elle se trouvait au-dessus du niveau marin et, si aucun squelette de théropode proche du Vélociraptor n'a encore été mis au jour, rien n'exclut que cela arrive. Mais comment cette découverte a-t-elle été rendue possible? La Zélandia se situant pour l'essentiel entre 800 et 2400 mètres sous la surface, il n'était pas envisageable de la dévoiler en drainant les océans. La solution résidait donc dans la technologie. Les chercheurs ont recouru à des satellites capables de détecter de subtiles variations de la gravité terrestre pour révéler ce qui se dissimulait sous les vagues. Et, anecdote intéressante, de tels instruments existent désormais. Ainsi, la mission Grace de la NASA mobilise 2 satellites capables de repérer de faibles changements dans la gravité de la Terre en mesurant l'écart les séparant lorsqu'ils survolent diverses zones. Les chercheurs ont aussi employé le sonar pour dresser en 3 dimensions la carte des reliefs sous-marins. Enfin, le forage en haute mer a livré roches anciennes, sédiments et même fossiles terrestres, enfouis sous le plancher océanique, preuve tangible qu'il ne s'agissait pas d'un banal fond marin. Cela dit, toutes ces recherches n'ont pas été réalisées suivant un protocole linéaire. Il aura fallu des décennies de données croisées issues de la Terre, de la mer et de l'espace pour assembler ce puzzle. Au début des années 2000, l'accumulation d'indices devint telle que certains géologues commencèrent à évoquer ouvertement l'hypothèse d'un continent caché. Toutefois, ce n'est qu'en 2017 que la Zélandia fut officiellement proposée comme continent, sur la base de critères géologiques clairement établis. Puis, en 2023, après de longues décennies de relevés et d'analyses, elle devint le premier continent entièrement cartographié, tout en demeurant presque totalement immergée. Mais pour quelles raisons a-t-elle sombré ? Jadis, l'ensemble des terres émergées formait un seul supercontinent, la Pangée. Il y a environ 200 millions d'années, bien avant notre ère, cette immense masse commença à se morceler. Sa moitié septentrionale donna naissance à la Laurasie, qui regroupait ce qui correspond aujourd'hui à l'Amérique du Nord, à l'Europe et à la majeure partie de l'Asie. La moitié méridionale, le Gondwana, comprenait l'actuelle Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie, l'Inde et la Zélandia. Il y a près de 85 millions d'années, cette dernière se détacha du Gondwana. Elle était autrefois rattachée à l'Australie et à l'Antarctique, mais sa séparation amincit et étira sa croûte. Fragilisée, elle devint plus sujette à l'affaissement, un peu comme un morceau de glace qui s'enfonce davantage dans l'eau après s'être détaché d'un bloc plus imposant. Avec le temps, les forces tectoniques, comme le déplacement des plaques et la perte de son appui profond, provoquèrent son enfoncement. Elle ne s'est pas affaissée uniquement par faiblesse, mais parce qu'elle fut entraînée vers le bas par le jeu des plaques terrestres. Sa structure ne lui permettant pas de se maintenir, elle s'est stabilisée plus bas dans le manteau. Aujourd'hui, seules ses crêtes les plus élevées, telles celles de la Nouvelle-Zélande, émergent encore. Songez que, si elle n'avait jamais coulé, Wellington se trouverait à quelques 3000 mètres d'altitude, soit plus haut qu'Aspen, dans le Colorado. La Nouvelle-Zélande est renommée pour sa faune terrestre singulière. Oiseaux inaptes au vol, insectes lumineux, moutons surpassant les humains en nombre. Mais qu'en est-il de son univers sous-marin? Possède-t-il la même originalité? En réalité, oui. Et à vrai dire, il pourrait même se révéler encore plus fascinant. Les pourtours engloutis de la Zélandia recèlent une vie marine aussi exceptionnelle et isolée que la faune des terres émergées. Des milliers d'espèces y ont évolué presque à l'écart total du reste du monde, dissimulées sur un plateau continental submergé. On pourrait les considérer comme le laboratoire sous-marin secret de la planète, fruit de températures variées et de plus de 50 habitats différents, rien que dans les zones côtières. Prenons l'exemple des poissons, certains d'ailleurs très appréciés en cuisine. Environ 300 espèces vivant dans ces eaux sont endémiques. Hors de la Nouvelle-Zélande, vous ne les rencontrerez jamais. Parmi elles, la limande sole, reconnaissable à son corps asymétrique évoquant une crêpe, et à son étrange habitude de s'enfouir presque totalement dans le sable, ne laissant dépasser que ses yeux. Et plus l'on descend en profondeur, plus les choses deviennent étranges. Les versants et canyons sous-marins de Zélandia abrinent des créatures qui semblent avoir été conçues lors d'une panne de courant au laboratoire de l'évolution. Le plus marquant est sans doute l'éponge carnivore. Oui, une éponge qui se nourrit de chair. On y trouve également les Peripodidae, qui sont de petites créatures rondes et plates, difficiles à classer dans une famille animale précise. Découvertes fixées à des bois immergés à plus de 800 mètres de profondeur, elles sont si singulières
que les scientifiques ont presque envisagé de leur créer une catégorie à part entière au sein des échinodermes. Ce groupe comprend notamment les étoiles de mer, ainsi que les oursins. On trouve aussi la langoustine de Nouvelle-Zélande, crustacée proche du homard, qui aménage ses terriers dans les fonds vaseux. Elle se nourrit de masses gélatineuses, de requins fantômes et de presque tout ce qui croise son chemin. Même les algues présentent ici des formes inédites, bien qu'elles n'aient pas le caractère spectaculaire des éponges prédatrices. À noter également que les zones proches de la Zélandia recèlent des volcans sous-marins encore actifs. Le plus célèbre, Brother Seamount, se situe à environ 340 km au nord-est de la Nouvelle-Zélande. Ce gigantesque édifice volcanique, surmonté d'un cratère, est en perpétuelle ébullition, libérant chaleur et substances chimiques. Son attrait réside notamment dans ses évents hydrothermaux, les fumeurs noirs, qui entretiennent des écosystèmes ne dépendant pas de la lumière du soleil. Ici, des bactéries transforment des composés chimiques, comme le soufre, en énergie grâce à la chimiosynthèse. Elles constituent la base d'une chaîne alimentaire comprenant vers tubicoles et crevettes abyssales, tous adaptés à survivre dans une chaleur intense, une pression extrême et une obscurité totale. Tout cela est inhabituel dans l'océan, où la majorité des espèces dépendent de la photosynthèse et de conditions stables. Le volcan sous-marin Brothers recèle en outre des gisements de cuivre et de zinc, ce qui lui confère une valeur scientifique et potentiellement un intérêt économique. Il va sans dire que la Zélandia revêt une importance majeure pour la communauté scientifique. Elle constitue une fenêtre sur l'histoire géologique et biologique de notre planète, véritable machine à remonter le temps et laboratoire naturel permettant de reconstituer les étapes du passé terrestre. En fin de compte, la Nouvelle-Zélande pourrait-elle, au fil des siècles, se retrouver engloutie par la montée progressive du niveau des mers? Si vous l'imaginez s'effaçant lentement sous les flots à la manière d'une Atlantide moderne, détrompez-vous. Même avec l'élévation actuelle des océans, une submersion totale demeure hautement improbable, y compris dans les scénarios les plus extrêmes. Le sommet le plus élevé du pays, l'Aoraki, culmine à 3724 mètres. Pour que l'océan le recouvre, il faudrait donc que son niveau grimpe de plus de 3 km. À moins que notre planète ne se transforme en un gigantesque ballon d'eau, une telle situation n'a aucune chance de se produire. Mais quid d'un affaissement? La Nouvelle-Zélande pourrait-elle subir le même sort que la Zélandia? Cette dernière s'est enfoncée car sa croûte, mince et étirée, manquait de solidité pour rester émergée. La Nouvelle-Zélande, elle, repose sur l'épine dorsale robuste et surélevée du continent. Mieux encore, les collisions des plaques tectoniques provoquent chaque année une élévation de certaines parties, et ce soulèvement s'accompagne de secousses. La Zélandia se trouve sur des frontières de plaques actives, expliquant la fréquence des séismes et des phénomènes volcaniques. Ainsi, tandis que la Zélandia agit presque entièrement sous les eaux, la Nouvelle-Zélande demeure solidement campée sur ses bases. Le kiwi n'aura donc pas à envisager de prendre des cours de natation de sitôt. Petite question, combien de continents la Terre compte-t-elle réellement? 6, comme on l'enseigne généralement? Ou peut-être 5? Il n'existe pas de consensus. Selon les critères adoptés, les estimations oscillent entre 4 et 7. Or, certains chercheurs avancent désormais qu'un 8e continent aurait été récemment repéré, situé entre le Groenland et le Canada. Cette découverte pourrait également éclairer les mécanismes à l'origine des microcontinents. Que révèle cette trouvaille? Et pourquoi cette Terre immergée retient-elle tant l'attention? Si vous raisonnez comme moi, auquel cas nous serions au moins 2, l'idée de continent évoque sans doute des étendues terrestres telles que l'Europe ou l'Afrique, des régions émergées et habitées. Pourtant, en sciences de la Terre, cette notion ne dépend nullement du niveau marin. Ce qui la fonde, c'est la nature même des roches. La croûte terrestre se divise en 2 grandes catégories, la croûte continentale et la croûte océanique. La croûte continentale est plus épaisse, moins dense et constituée de roches comme le granit, tandis que la croûte océanique est plus fine, plus lourde et formée principalement de basalte volcanique. La formation repérée sous le détroit de Davis, entre le Groenland et le Canada, semble correspondre à une portion de croûte continentale enfouie sous l'océan. Les scientifiques la qualifient de proto-microcontinent. Elle aurait commencé à se détacher d'une masse plus vaste, plusieurs millions d'années auparavant, sans jamais parachever sa séparation. Tandis que les plaques tectoniques se déformaient lentement, la croûte s'est fracturée. Un segment s'est mis à dériver, mais, pour une raison ou pour une autre, le processus s'est interrompu. Ce bloc n'a donc ni dérivé comme un continent à part entière, ni coulé comme l'aurait fait une croûte océanique. Il demeure sous les vagues, figé à mi-chemin. Cela le distingue des microcontinents à part entière, tels que la Zélandia, qui se sont totalement détachés,
et forment aujourd'hui des blocs tectoniques indépendants. Situé près de la Nouvelle-Zélande, la Zélandia est un microcontinent submergé dont environ 94% de la surface se trouve sous l'océan. Mais comme elle est constituée de croûte continentale, nombre de géologues estiment qu'elle mérite le statut de 8e continent terrestre. Pourtant, le cas de Zélandia reste controversé, car sa superficie semble trop vaste pour qu'on la considère comme un simple microcontinent, et il n'existe aucune instance internationale apte à trancher officiellement. Nul organisme équivalent à l'ONU ou à un Conseil géologique mondial ne peut décréter qu'il s'agit là d'un nouveau continent. À l'inverse de Zélandia, Madagascar, qui émerge entièrement au-dessus du niveau marin, constitue un exemple classique de microcontinent unanimement reconnu. Vous vous demandez sans doute, Madagascar n'est-elle pas simplement une île? La vérité, c'est qu'elle est les deux. Elle constitue la 4e plus grande île du globe, entièrement entourée d'eau. Pourtant, sur le plan géologique, elle est considérée comme un microcontinent. Détachée du supercontinent de Gondwana, il y a environ 88 millions d'années, elle est composée de croûte continentale et non océanique. Contrairement aux îles volcaniques, telles qu'Hawaï, formées par la lave, Madagascar est un fragment ancien de croûte continentale. Elle réunit donc les deux critères, île géographique et microcontinent géologique. Et c'est précisément ce qui rend ces découvertes captivantes. À l'image de Madagascar qui s'élève au-dessus des flots, cette nouvelle terre cachée sous le détroit de Davis se démarque sous la mer grâce à sa structure étonnamment atypique. Ce qui la rend singulière, c'est son exceptionnelle épaisseur. Là où la majorité du plancher océanique est fine comme du métal, cette formation s'apparente plutôt à une couche dense d'argile mêlée à des éléments continentaux. Sous cette couche protectrice, semblable à une couette épaisse, les chercheurs ont mis au jour d'étranges strates rocheuses, intrigantes, car elles ne devraient pas se trouver à cet endroit. Ces formations ressemblent davantage à celles qu'on rencontre sur les continents qu'à celles observées dans les fonds marins. On y décèle des signes de structure proches du granit et des propriétés magnétiques particulières, ce qui suggère une parenté frappante avec les matériaux typiques de la terre ferme. Ces dimensions aussi sont frappantes. Ce proto-microcontinent mesure entre 19 et 24 km de large, soit à peu près la superficie d'une ville moyenne. Imaginez Manhattan, mais à près de 2000 mètres sous la mer. Le fait qu'il repose directement sous le détroit de Davis, l'un des plus vastes passages océaniques au monde. En fait, l'un des fragments de croûte continentale immergés les plus étendus découverts jusqu'ici. D'après les scientifiques, cette masse terrestre aurait commencé à se former entre 58 et 49 millions d'années auparavant, alors que le Groenland et le Canada dérivaient lentement l'un de l'autre. Peut-être avait-il simplement besoin de souffler. Ça arrive à tout le monde. En s'éloignant, la croûte sous le détroit de Davis s'est étirée, provoquant le déplacement d'une faille majeure. Mais la séparation resta inachevée. Il y a environ 48 millions d'années, le processus de création de failles s'est interrompu et le Groenland a brusquement ralenti son éloignement lorsqu'il est venu heurter l'île d'Ellesmere. C'est un peu comme si un véhicule se déportait sur l'autoroute avant de revenir sur sa voie, sans jamais achever sa sortie. C'est exactement ce qui s'est produit. Une portion de terre s'est retrouvée prise au piège entre deux mouvements tectoniques. Elle n'a pas dérivé pour former de nouveaux continents, ni été aspirée vers les profondeurs. Elle est simplement demeurée sur place, prisonnière des eaux. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce fragment de croûte terrestre possède son propre réseau de failles. Selon les chercheurs, il rappelle à petite échelle la célèbre faille de San Andreas en Californie. Une faille est une fracture dans la croûte terrestre, où des masses rocheuses glissent les unes contre les autres. On peut l'imaginer comme une zone où la surface terrestre s'est fendue en essayant de glisser sur le côté. En Californie, ce déplacement est toujours en cours, provoquant parfois des séismes. Mais sous le détroit de Davis, le scénario est différent. Le mouvement a commencé, puis s'est brusquement figé, comme si l'on avait suspendu le temps au cœur d'un bouleversement géologique. Il s'agit là d'un instant figé dans l'histoire de la Terre, conservé intact sous les flots. Pour les géologues, cela confère une importance capitale au microcontinent du détroit de Davis. Cette immobilisation soudaine permet de mieux comprendre pourquoi certains fragments de croûte se détachent aisément, tandis que d'autres se déforment, s'arrêtent ou disparaissent. Et cela ne concerne pas que la recherche théorique. En étudiant ces processus, les scientifiques peuvent mieux anticiper les futurs mouvements terrestres, l'évolution des failles, ainsi que les risques sismiques à venir, ce qui pourrait s'avérer utile à tous.
Comprendre comment naissent les microcontinents pourrait nous aider à prévoir les grandes transformations de la surface terrestre sur plusieurs millions d'années, avec des répercussions allant des modèles climatiques à la répartition des ressources. Mais au-delà de ces enjeux, les progrès techniques nécessaires à de telles découvertes représentent déjà une avancée majeure. Les outils utilisés pour cartographier ce territoire englouti servent également à l'exploration pétrolière, à la pose de câbles sous-marins, au suivi climatique ou encore aux opérations de secours. Pendant longtemps, cette terre dissimulée près du Groenland est demeurée invisible. Il y a à peine une quinzaine d'années, les profondeurs du détroit de Davis restaient largement méconnues. Froides, profondes et inhospitalières, elles figuraient parmi les zones les plus difficiles à sonder. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, la découverte de ce continent englouti semble imminente. Les scientifiques sont enfin en mesure de voir et d'entendre ce qui se passe sous ces eaux glacées. Pour cela, ils ont d'abord recours à l'imagerie par réflexion sismique, une technique consistant à envoyer des ondes sonores vers le fond marin, puis à enregistrer les échos renvoyés. Chaque couche rocheuse réagit différemment, ce qui permet de reconstituer une image souterraine. Le principe s'apparente à celui des chauves-souris, qui se déplacent dans l'obscurité grâce aux échos. Les satellites ont aussi leur rôle à jouer. Ils collectent des données gravitationnelles. Cela peut sembler étonnant, mais les roches, selon leur nature, n'ont pas toutes la même densité. Les plus massives exercent une attraction plus forte, que les satellites savent détecter avec une grande précision. Autre outil essentiel, les capteurs sous-marins. Posés au fond de l'océan, ils écoutent dans les vibrations naturelles, comme les secousses sismiques ou les déplacements de roches. Ces signaux aident les chercheurs à évaluer la composition de la croûte terrestre ainsi que son épaisseur. On les compare volontiers à des oreilles immergées, attentives à chaque frémissement des profondeurs. Il est très probable que des véhicules sous-marins autonomes, ou AUV, aient aussi été employés. Ces robots sont capables de cartographier le relief sous-marin avec une précision remarquable, même sous une épaisse couche de glace. L'enthousiasme des chercheurs est palpable, car l'enjeu dépasse la simple découverte géologique. Ce territoire inconnu constitue un véritable laboratoire naturel. L'analyse du microcontinent du détroit de Davis constitue une occasion précieuse d'approfondir notre compréhension des mécanismes qui président à la formation, à l'évolution, voire à l'incomplète séparation des microcontinents. Elle rappelle aussi que la croûte terrestre n'est pas aussi nettement divisée qu'on le croyait. Sous l'océan, d'autres terres cachées, près du Groenland ou ailleurs, pourraient exister des quasi-continents attendant d'être découverts. Ce continent englouti, qui n'a peut-être jamais accédé au statut de continent véritable, modifie néanmoins notre perception des dynamiques tectoniques. Grâce aux technologies de les scientifiques recherchent un morceau de terre qui manque à l'appel depuis plus de 100 millions d'années. Pas de quoi défrayer la chronique, puisque les gens cherchent constamment des informations sur l'histoire de notre planète. On pourrait croire qu'il ne s'agissait que d'une île minuscule, quelque part au milieu de l'océan. Eh bien, on aurait tort, car ce continent était autrefois aussi grand que tout le territoire des États-Unis. Pendant longtemps, les géologues se sont demandé si un énorme morceau de l'Australie contemporaine ne s'était pas volatilisé. Certains pensaient qu'il était simplement tapi quelque part au fond de l'océan. Mais grâce à des spécialistes néerlandais et à 7 années de recherche, nous savons désormais que des morceaux de cette terre perdue se sont retrouvés mêlés au sol des jungles luxuriantes de l'Asie du Sud-Est. Les continents que nous voyons aujourd'hui dans nos manuels de géographie sont comme des pièces de puzzle éparpillées. Vous pouvez même mener une petite expérience pour vous en rendre compte par vous-même. Trouvez une carte du monde en ligne et imprimez-la. Découpez tous les continents et amusez-vous à les rassembler. Vous remarquerez qu'ils s'emboîtent tous. La chose la plus frappante que vous verrez est probablement à quel point l'Amérique du Sud s'adapte parfaitement aux côtes de l'Afrique. Si vous comblez les océans qui se sont formés au cours des 200 derniers millions d'années, les continents semblent former une gigantesque lettre C. Et ce C est ce que les spécialistes appellent le supercontinent de la Pangée. Il flottait dans un océan appelé Pantalassa, et la partie intérieure de cette lettre C englobait une étendue d'eau plus petite appelée Thétis. C'est dans ce petit océan que les choses se corsent un peu. Au cours de la période jurassique, ce continent disparu, que les scientifiques ont d'abord baptisé Argolan, a laissé un trou béant en Australie, aujourd'hui connu sous le nom de plaine abyssale d'Argo. Les géologues ont d'abord cru que tout cela était dû à un processus de subduction. C'est lorsqu'une partie de la croûte terrestre plonge sous une autre et se recycle au sein du manteau de la planète.
Habituellement, les spécialistes peuvent constater cette disparition continentale à travers l'érosion. C'est ainsi qu'ils ont découvert, par exemple, que l'Inde avait heurté l'Asie, résultant en la formation des majestueuses montagnes d'Himalaya. Mais pour Argolan, les choses étaient un peu plus compliquées. Des fragments ont été retrouvés dans des lieux tels que la Birmanie et l'Indonésie. Mais ils semblèrent être des reliques d'un temps révolu et paraissaient beaucoup plus anciens que lorsqu'Argolan était censé s'être séparé de l'Australie. Cela a immédiatement soulevé la question, si un continent peut se comporter de manière si étrange, combien d'autres sont susceptibles de faire de même? Heureusement, les scientifiques ont maintenant reconstitué toute la chronologie d'Argolan et résolu son mystère. Il n'a ni coulé ni été englouti. Il s'est simplement transformé en argopélago, se brisant en plus petits morceaux, appelés microcontinents, et dérivant loin de l'Australie. Ces mini-continents ont ensuite fait un petit bout de chemin avant de terminer dans les jungles d'Asie du Sud-Est. Cette découverte s'intègre parfaitement dans le puzzle de la Pangée. Elle nous aide à mieux comprendre comment les continents se séparent et se forment. Et tout cela au moyen d'une seule découverte, révélant moult secrets sur la biodiversité et le climat d'autrefois. Si vous souhaitez découvrir d'autres secrets sur l'histoire, les civilisations ou les objets du quotidien, n'hésitez pas à donner un coup de pouce à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Penchons-nous maintenant sur le mystère de cette frontière invisible des espèces en Indonésie. On l'appelle la ligne Wallace, du nom de l'explorateur britannique Alfred Russel Wallace. Il y a plus de 150 ans, Wallace a entrepris un voyage autour de l'archipel malais, accostant sur plusieurs milliers d'îles. Ce qu'il a découvert, c'est que les animaux d'un côté de cette ligne invisible étaient considérablement différents de ceux qui se trouvaient de l'autre côté. Cette frontière forme comme un mur entre les tigres et les marsupiaux, par exemple, ou entre les trogons et les méliphages. Mais nous savons maintenant qu'il y a environ 35 millions d'années, l'Australie s'est séparée de l'Antarctique et a heurté l'Asie. Et ce triangle amoureux continental a engendré des changements majeurs. Il n'a pas seulement altéré l'aspect du paysage, il a aussi perturbé les espèces animales de chaque côté de la ligne Wallace. Plus récemment, un groupe de spécialistes a publié une étude affirmant que cette collision et ce chaos climatique avaient permis aux espèces asiatiques de prospérer au sein de l'archipel malais. D'un autre côté, la faune australienne n'était pas aussi satisfaite de ce nouvel environnement. Il y faisait trop chaud et trop humide pour certains animaux, et d'autres ne pouvaient tout simplement pas s'adapter au mode de vie des îles tropicales. La découverte de cette dérive continentale vers l'Asie pourrait également expliquer la récente découverte d'une autre espèce humaine qui semblait défier l'entendement. Il se trouve que, dans une grotte cachée des Philippines, des archéologues sont tombés sur un nouvel ancêtre de l'homme. Il semblerait qu'il y a environ 50 000 ans, sur l'île de Luçon, existait cette ancienne espèce d'hominidé. Le directeur de ces recherches a estimé que cette découverte était cruciale pour comprendre l'évolution humaine en Asie. Et il a nommé cette nouvelle espèce d'après son île d'origine, Homo luzonensis. Maintenant, voici où les choses deviennent un peu déroutantes. Il y avait un petit problème avec les ossements découverts par les archéologues. Ils présentaient un étrange mélange de caractéristiques qui n'avaient jamais été observées ensemble chez aucune autre espèce d'hominidé. Des dents plus courtes, semblables aux nôtres, mais des mains et des pieds, qui ressemblaient d'ailleurs davantage à ceux de nos anciens ancêtres. C'est leurs membres arqués en particulier qui lièrent cette espèce humaine à ce territoire méridional depuis longtemps perdu. Ils présentaient le même aspect primitif que l'Australopithecus africanus, par exemple. Sauf que ces deux espèces sont séparées par 2 à 3 millions d'années d'évolution. Beaucoup se sont demandé, l'homme de Luçon est-il vraiment une nouvelle espèce? Tout le monde n'en est pas convaincu. Mais cela pourrait aussi expliquer en quoi les êtres vivants sont affectés par le déplacement constant du sol sous leurs pieds. Juste parce qu'ils n'ont pas beaucoup changé au cours de notre existence, ne signifie pas que nos continents ressembleront toujours à cela. Ils ont évolué à partir de ce vaste supercontinent, et ils finiront probablement dans une position similaire à l'avenir. À ce propos, un géologue de l'université de Lisbonne a tenté de prédire l'avenir des supercontinents de notre planète. Comme point de départ, il s'est rapporté au fameux tremblement de terre qui a frappé le Portugal en 1755, au cours duquel les plaques tectoniques se sont comportées un peu différemment de l'accoutumée. Après des années de recherche, il a formulé une théorie en 2016. Il pensait que les sutures qui existent entre ces plaques tectoniques pourraient-ils se désagréger, préparant le terrain pour une déchirure plus importante. C'est comme lorsque le verre se fissure entre deux trous dans le pare-brise d'une voiture.
Si cela se produisait, une zone de subduction pourrait s'étendre de la Méditerranée jusqu'à l'Irlande, apportant son lot de volcans, de tremblements de terre et de nouvelles montagnes à ces régions. Si tout se déroulait ainsi, l'océan Atlantique disparaîtrait, tout comme le Pacifique, pour se fondre en une seule grande étendue d'eau. Au lieu des 6 continents que nous connaissons aujourd'hui, nous obtiendrions un nouveau supercontinent baptisé Orica, parce qu'il engloberait aussi bien l'Australie que l'Amérique. Ce n'est pas le seul scénario possible cependant. Novo Pangaea pourrait en être un autre, et il est facile à prévoir. L'Atlantique resterait ouvert, et le Pacifique serait clos. Vient ensuite le scénario du continent d'Amasia. Dans son cas, il faudrait imaginer que l'océan Arctique se referme et que l'Atlantique et le Pacifique restent ouverts. Tout se déplacerait vers le nord autour du pôle, sauf l'Antarctique. Un dernier scénario est connu sous le nom de Pangea Ultima. Si la dérive des continents ralentissait dans l'Atlantique, une nouvelle plaque de subduction apparaîtrait sur la côte est des Amériques. Quoi qu'il en soit, si tous les continents entrent à nouveau en collision dans le futur, certains disent que ce ne sera pas une partie de plaisir. On estime que d'ici près de 250 millions d'années, nous aurons l'impression d'être emprisonnés dans un sac plastique étouffant et moite. Étrangement, ce sac restera quand même l'endroit le plus agréable où vivre sur Terre. Les zones côtières, quant aux terres intérieures, elles seront brûlantes, comme un désert ardent. Nombre d'espèces animales que nous connaissons aujourd'hui n'y survivront pas. Quant à nous autres humains, nous devrons faire preuve de créativité si nous voulons survivre à cette chaleur. Nous devrions nous estimer heureux, néanmoins. 16 projections numériques nous permettent de tester toutes sortes de théories intéressantes. Comment ces supercontinents perturberaient les marées, par exemple. En envisageant nos futurs voyages dans l'espace, de tels modèles peuvent nous aider à comprendre le climat des exoplanètes. Autrement dit, celles qui se situent en dehors de notre système solaire. Connaissez-vous le nombre de continents sur Terre? La réponse semble évidente, 6. Mais un instant, l'Europe et l'Asie ne forment-elles pas un vaste ensemble appelé Eurasie? Ce pourrait sembler être le cas si l'on observe une carte du monde. Cependant, les scientifiques ont une approche différente. Ils ne se contentent pas de considérer les terres émergées. Les géologues examinent également la composition des roches qui forment les continents. En adoptant leur perspective, le nombre de continents peut même augmenter. Les continents perdus ne sont donc pas une légende. Certains ont existé, ou du moins ont existé dans le passé. Et ces continents ne sont pas toujours submergés. Ils se trouvent parfois enfouis sous d'autres terres émergées. Surprise! Des chercheurs ont récemment mis au jour un continent de ce type, le Grand Adria. Cela vous est peut-être familier? Effectivement, il existe un lien avec la mer Adriatique. Ce continent disparu est entièrement enfoui sous l'Europe. Il est entré en collision avec celle-ci et a commencé à s'enfoncer il y a environ 140 millions d'années. De nos jours, il repose sous l'Italie, la Grèce et les Balkans. Sa taille et sa forme sont comparables à celles du Groenland, la plus grande île au monde. Mais comment les géologues ont-ils identifié le Grand Adria? Bien qu'il ne soit plus visible, il a laissé des traces. Des fragments se sont retrouvés intégrés aux Alpes, tandis que d'autres ont été incorporés dans l'Italie et la Croatie actuelle, de l'autre côté de la mer Adriatique. Les roches calcaires de ce continent disparu ont subi des transformations une fois ensevelies sous l'Europe. Des millions d'années de chaleur intense et de pressions énormes ont modifié leur structure. Le calcaire a cédé la place au marbre. Les temples grecs et romains que vous admirez lors de vos vacances ont été bâtis avec ce même marbre, héritage d'un continent oublié depuis longtemps. Le Grand Adria est ainsi resté caché durant des millénaires. Pourtant, d'autres continents disparus étaient à portée de vue. Connaissez-vous le 7e continent de la Terre, la Zélandia? Probablement pas, puisqu'il repose sous les eaux du Pacifique. Aujourd'hui, 95% de ce continent est immergé. Pouvez-vous deviner son emplacement exact? Son nom vous donne un indice. Il se situe sous la Nouvelle-Zélande. Si vous consultez Google Maps, vous pouvez discerner son contour, visible comme une zone d'un bleu plus clair, s'étendant de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Autrefois, cette élévation dépassait du niveau de la mer et représentait environ les 2/3 de l'Australie, soit plus du double de la superficie du Grand Adria. Nous pouvons localiser aujourd'hui la Zélandia car elle n'a pas été submergée trop profondément. C'est aussi la meilleure méthode pour identifier d'autres continents perdus. Imaginez la Terre sans ses océans. Le fond marin n'est pas uniforme. Il est composé de montagnes et de tranchées. On pourrait plonger le mont Everest dans la plus profonde d'entre elles, la fosse des Mariannes. Et il resterait encore 2000 mètres jusqu'au niveau de la mer. Cette profondeur extrême résulte d'un processus géologique appelé subduction.
où la plaque du Pacifique s'est enfoncée sous la plaque philippine. La croûte terrestre est constituée de plaques qui flottent dans un manteau de roches en fusion. Lorsqu'elles entrent en collision, l'une s'enfonce tandis que l'autre s'élève. C'est ainsi que le Grand Adria a terminé sous le continent européen. Notre planète est en perpétuel mouvement, mais nous ne remarquons pas ce phénomène car il se déroule profondément sous nos pieds. Il y a 120 millions d'années, l'Australie et l'Antarctique formaient un seul et même territoire. Eh oui, les régions les plus froides et l'un des lieux les plus chauds de la Terre étaient autrefois réunis. L'Antarctique s'est séparé de l'Australie, mais il n'est pas parti les mains vides. Aujourd'hui, un plateau océanique se trouve dans l'océan Indien. Le terme de plateau désigne une zone de terre plate surélevée, et ce plateau porte le nom évocateur de Broken Ridge, un peu comme un titre de film hollywoodien. Autrefois, il était relié à un autre continent perdu, le microcontinent de Kerguelen, et aurait constitué un pont terrestre entre l'Inde et l'Antarctique. Mais quel était l'aspect de ce territoire? La réponse pourrait se trouver dans ce petit archipel situé dans l'océan Indien austral, les îles Kerguelen. Ces îles sont les vestiges de l'ancienne masse terrestre. Leur climat est froid, et elles abritent des glaciers en raison de leur proximité avec l'Antarctique. Cependant, à l'époque, le climat devait être tempéré, avec des précipitations abondantes. La faune et la flore de ce continent perdu étaient probablement semblables à celles des régions tropicales actuelles, et son paysage devait ressembler à celui de la Nouvelle-Zélande. En parlant de cette région, pouvez-vous deviner à quel continent l'État insulaire de Madagascar appartenait autrefois? Si vous avez répondu l'Afrique, vous vous trompez, mais personne ne vous en voudra. Regardez en haut à droite de la carte. La bonne réponse est l'Inde. Il y a environ 120 millions d'années, elle s'est détachée du continent africain et s'est dirigée vers le nord-est. Madagascar n'a pas réussi à suivre et s'est retrouvée en tant qu'île au large de la côte sud-est de l'Afrique. Toutefois, des traces d'une masse terrestre encore plus vaste ont été découvertes. Le continent perdu de Mauritia. Les scientifiques ont trouvé des vestiges de cette terre ancienne sous l'île Maurice. Aujourd'hui, il s'agit d'un lieu touristique assez prisé, mais il y a des millions d'années, c'était un véritable point chaud parsemé de volcans. Les scientifiques ont pu retrouver les vestiges de Mauritia grâce à un minéral, le zircon, présent dans les roches volcaniques. Cette terre perdue couvrait autrefois une zone allant de l'île Maurice jusqu'à la côte ouest de l'Inde. Si ce territoire existait aujourd'hui, il offrirait une riche combinaison de cultures indiennes et africaines, avec des plats locaux assurément épicés. En parlant d'épices, avez-vous déjà goûté à la cuisine indonésienne? Il y a seulement 50 000 ans, l'Asie du Sud-Est présentait un visage très différent. Sumatra, Bornéo, Java et même l'Australie n'existaient pas encore sous leur forme actuelle. On trouvait alors deux masses continentales, Sunda et Saül, séparées par une profonde fosse océanique. D'un côté, il y avait l'extension du continent asiatique, Sunda, et de l'autre, la Grande Australie, Saül. À cette époque, Bali était encore situé à l'extrémité sud de l'Asie. Les biologistes ont été parmi les premiers à observer cette séparation, car les espèces se sont développées de manière distincte sur Sunda et Saül. C'est pourquoi l'Australie abrite des animaux uniques, comme le kangourou, le wombat et l'ornithorynque. Saviez-vous qu'un kangourou géant vivait autrefois en Nouvelle-Guinée? Cela s'explique par le fait qu'un pont terrestre reliait l'Australie jusqu'à la fin de la dernière glaciation. Aujourd'hui, les deux îles sont séparées par le détroit de Torres, qui est relativement peu profond, avec à peine 20 mètres d'eau. Cela nous rappelle que cette région formait autrefois une seule masse continentale appelée Saül. Un autre détroit océanique d'à peine 50 mètres de profondeur sépare l'Asie de l'Amérique du Nord. Le détroit de Bering se trouve aujourd'hui à l'emplacement de l'ancienne Béringie. Cette ancienne masse terrestre n'était pas particulièrement étendue, s'étirant sur environ 1600 km du nord au sud, soit seulement un tiers de la distance entre Los Angeles et New York. La Béringie revêtait une importance supplémentaire. Pendant les glaciations, elle formait un pont entre les continents. À cette époque, les niveaux marins étaient inférieurs de 90 mètres à ceux d'aujourd'hui. Si le niveau de l'eau avait baissé davantage, il aurait été possible de marcher du cap de Bonne-Espérance en Afrique jusqu'au cap Horn en Amérique du Sud. Voilà donc un itinéraire de randonnée vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, il est possible de prendre un avion pour se rendre presque partout dans le monde. Le globe a-t-il jamais semblé si petit? Eh bien, à vrai dire, il l'a été. Il y a environ 2 à 300 millions d'années, tous les continents ne formaient qu'un seul supercontinent, appelé Pangée. Son nom, qui nous vient du grec, signifie « toute la Terre ».
Mais la Pangée a commencé à se fragmenter. Le plus grand écart s'est formé entre l'Amérique d'un côté et l'Europe, ainsi que l'Afrique de l'autre. L'eau de mer a rapidement envahi cet espace, donnant naissance à l'océan Atlantique. Ce processus est loin d'être terminé. Pendant que vous regardez cette vidéo, l'Amérique du Nord s'éloigne progressivement de l'Europe, à raison 2 ou 3 cm par an. Cela peut sembler peu, comparé à la durée de vie moyenne d'un être humain qui est d'environ 70 ans. Cependant, à terme, tous les continents se reconnecteront, formant un... L'histoire nous enseigne qu'un supercontinent a existé il y a environ 273 à 300 millions d'années. À cette époque, tous les continents de la Terre étaient regroupés et formaient une unité harmonieuse. Ce gigantesque ensemble portait le nom de Pangée, ou Pangaïa, si l'on préfère une version plus sophistiquée. Ce terme dérive du grec ancien signifiant « toute la Terre ». La Pangée était entourée d'un vaste océan nommé Panthalassa. Ainsi, l'intégralité de notre planète se composait d'un immense continent unique, bordé d'une étendue d'eau colossale. Ce supercontinent avait la forme d'un gigantesque C qui s'étirait d'un bout à l'autre de notre globe. Cependant, comme dans toute évolution, les choses ont changé. Il y a environ 200 millions d'années, au début de l'ère Jurassique, celle des dinosaures, la Pangée a entamé sa fragmentation. Contrairement aux idées simplistes où les continents dériveraient passivement, comme des icebergs, cette séparation a donné naissance aux continents actuels. Ce processus a également façonné les océans Atlantique et Indien. C'est en 1912 qu'Alfred Wegener, un météorologue allemand, a présenté pour la première fois l'histoire de la Pangée. Mais comment a-t-il pu reconstituer des événements aussi lointains dans le temps ? Visualiser le noyau de la Terre comme une gigantesque cheminée qui dégage une chaleur intense. Cette chaleur génère des courants de convection particuliers dans la couche externe de la planète. On peut assimiler cette couche, la croûte terrestre, à un vaste puzzle composé de multiples pièces imbriquées. Les courants chauds provoquent le déplacement de ces pièces du puzzle, que l'on appelle plaques tectoniques. Parfois, elles s'éloignent, parfois elles entrent en collision, et d'autres fois elles glissent les unes contre les autres. Cela s'apparente à une danse incessante qui se déroule sous nos pieds. Un jour, Wegener observa les contours des continents et réalisa que les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique semblaient s'imbriquer. Et effectivement, c'était bien le cas. Il imagina alors qu'autrefois, tous les continents étaient réunis en une seule et même masse terrestre. Cependant, il ne pouvait pas simplement avancer cette idée sans fournir de preuves. Mais alors, comment savons-nous que la Pangée a réellement existé ? Eh bien, plusieurs indices nous ont permis de parvenir à cette découverte remarquable. L'un d'eux est comparable à un casse-tête dont les pièces s'assemblent parfaitement. Observez les formes actuelles des continents. Vous remarquez qu'ils pourraient presque tout à fait s'imbriquer. Bien sûr, leurs contours ont évolué au fil du temps. Cela s'est produit il y a des millions d'années, et depuis, les eaux ont érodé les rivages. Malgré tout, on distingue encore clairement leur complémentarité. Un autre indice réside dans l'étude des fossiles. Nous savons que de nombreux animaux préhistoriques ont laissé derrière eux des vestiges, nous permettant de retracer leur histoire et d'identifier les espèces qui existaient autrefois. Lorsque les scientifiques ont comparé les fossiles provenant de différents continents, ils ont constaté une similitude frappante. Ces derniers appartenaient au même groupe d'animaux, bien qu'ils aient été découverts à des milliers de kilomètres les uns des autres. Il serait absurde d'imaginer que ces animaux aient traversé les océans à la nage. De plus, il est peu probable que ce type d'animal soit apparu simultanément en plusieurs endroits. Et pour finir, les montagnes. Imaginez plonger dans les profondeurs des océans et y découvrir d'immenses chaînes montagneuses. Ces reliefs sous-marins et ces fosses abyssales ressemblent à des cicatrices témoignant du mouvement des plaques tectoniques. Ils constituent une preuve supplémentaire que les continents font partie d'un ensemble bien plus vaste. Lorsque vous rassemblez tous ces éléments, l'image devient limpide. Les continents terrestres formaient autrefois un seul et même supercontinent. Depuis, ils se sont éloignés les uns des autres, mais les traces de cette formidable aventure demeurent visibles dans les contours des côtes, les formations rocheuses qu'ils ont laissées derrière eux, et bien d'autres indices. Cela peut sembler évident aujourd'hui, mais à l'époque de la découverte de Wegener, il existait d'autres théories. Certains imaginaient que les continents s'étaient enfoncés pour créer les océans. Wegener, quant à lui, avait une approche différente. Il soutenait que les continents étaient en perpétuel mouvement. Il a même forgé une expression élégante pour l'illustrer, la dérive des continents.
Par la suite, un autre scientifique, Alexander du Toit, s'est joint à Wegener. Il apporta une nouvelle perspective en suggérant l'existence de deux continents originels, la Laurasie au nord et le Gondwana au sud. Mais la véritable révolution ne s'est produite qu'au cours des années 60, lorsque les chercheurs ont découvert le concept clé de cette théorie, la tectonique des plaques. Cette découverte a finalement permis de confirmer les idées avancées par Wegener et du Toit, et 50 ans plus tard, la théorie a été définitivement validée. Avec le temps, notre compréhension de la planète s'est considérablement enrichie. Nous avons découvert que la Terre avait connu plusieurs supercontinents au fil de son histoire. Bien avant la Pangée, il y a environ 1 milliard d'années, existait le mégacontinent de Rodinia. Plus tard, la Panotie a fait son apparition il y a quelques 600 millions d'années. Ce qui est fascinant, c'est que la dérive des continents n'est pas prête de s'achever. Les continents continuent de se déplacer constamment. L'Afrique s'avance doucement vers l'Europe, tandis que l'Australie semble se livrer à un jeu de d'auto-tamponneuse avec l'Asie du Sud-Est. Et savez-vous ce qui nous attend? La formation d'un nouveau supercontinent. Comment ce prochain supercontinent verra-t-il le jour? 4 scénarios principaux se dessinent. Nouvelle Pangée, Pangée prochaine, Orica et Amasia. Bien que ces noms évoquent en ceux de super-héros, ils représentent en réalité différentes configurations possibles pour l'assemblage des continents. Explorons ces hypothèses. Commençons par la Nouvelle Pangée. Imaginez l'océan Atlantique d'un côté et le Pacifique de l'autre. Si les choses continuent sur leur lancée, l'Atlantique s'élargira davantage, tandis que le Pacifique se rétrécira progressivement. Dans ce cas, les Amériques, la partie nord et la partie du sud, finiront par se rapprocher davantage. L'Antarctique, quant à lui, ne restera pas en marge. Il entamera une dérive vers le nord et prendra part à cette nouvelle configuration. L'Amérique, accompagnée de l'Antarctique dérivant vers le nord, entrera probablement en collision avec l'Afrique et l'Europe. Et ainsi, un tout nouveau supercontinent verra le jour. Passons maintenant à la Pangée prochaine. À l'avenir, l'océan Atlantique pourrait se lasser de sa largeur et décider de se resserrer un peu la ceinture. Il existe des zones où le plancher océanique glisse sous les continents, comme des passages secrets sous-marins. Ces zones, appelées zones de subduction, pourraient se multiplier le long de la côte est des Amériques. Si cela se produit, l'Europe et l'Afrique et le continent américain pourraient se rassembler à nouveau pour former un supercontinent qui serait alors entouré par l'océan Pacifique. Le supercontinent suivant, potentiellement envisageable, est celui d'Orica. Dans ce scénario, les océans Atlantique et Pacifique pourraient se refermer, comme s'ils décidaient de prendre une pause. Mais rassurez-vous, car lorsqu'un océan disparaît, un autre peut apparaître. Dans ce cas précis, un tout nouvel océan émergerait pour prendre leur place. Imaginez une immense fissure parcourant l'Asie, semblable à une fermeture éclair qui s'ouvre. Cette faille, connue sous le nom de Rift Pan-Asiatique, donnerait naissance à un nouvel océan. Et avec cet océan, un supercontinent émergerait, portant le nom d'Orica. L'Australie dérive actuellement vers le nord, comme si elle cherchait une place idéale au cœur de notre planète. L'Asie orientale et l'Amérique pourraient bien s'y joindre de part et d'autre. Ensuite, l'Europe et l'Afrique pourraient se connecter aux Amériques, et ainsi naîtrait Orica. Enfin, l'Amazie. Ce supercontinent pourrait émerger si certaines plaques tectoniques se déplacèrent vers le nord, emportant avec elles l'Afrique et l'Australie. Tous ces territoires se regrouperaient autour du pôle Nord. À l'exception de l'Antarctique, tous les continents pourraient ainsi se rassembler. Même s'ils se réunissent autour du pôle Nord, les océans ne seraient pas complètement fermés. L'Atlantique et le Pacifique resteraient ouverts. La formation de ce grand rassemblement dépend des mouvements tectoniques de la Terre. Jusqu'à présent, le scénario de la Nouvelle Pangée semble le plus plausible. Tout cela dépend également des événements survenus après la fragmentation de la Pangée. Et lorsque ce nouveau supercontinent prendra forme, qu'adviendra-t-il du climat? Comment les océans réagiront-ils? Et qu'en sera-t-il des animaux et des plantes? Ces questions éveillent notre curiosité. Mais qui peut le prédire? Peut-être qu'un jour, nos descendants contempleront une carte. Les scientifiques affirment qu'Icelandia était une région située entre le Groenland et la Scandinavie qui s'étendait sur plus de 600 000 km², mais qui est aujourd'hui sous l'eau. La Terre était autrefois une grande pizza dont tous les continents étaient reliés les uns aux autres il y a des millions d'années.
appelée la Pangée. La région de l'Atlantique Nord que nous connaissons aujourd'hui était une terre sèche il y a environ 175 à 335 millions d'années. Pendant de nombreuses années, les scientifiques et les géologues ont supposé que l'océan Atlantique Nord était né lorsque la Pangée a commencé à se séparer, il y a environ 200 millions d'années. De même que les volcans dans la région où se trouve l'Islande, le pays est né il y a seulement 60 millions d'années, lorsqu'il s'est détaché et a navigué loin de toutes les autres terres. Et comme la Terre était comme une grande pizza, elle s'est divisée comme telle. De nombreuses terres se sont séparées en de nombreux morceaux, grands et petits, créant les continents que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette nouvelle théorie suggère que le résultat de la division de la Pangée a laissé une Terre qui s'étendait sur environ 300 km. Et il y a environ 10 millions d'années, ce morceau de terre a été submergé par les eaux venant des côtés est et ouest, ne laissant que la pointe de terre qui est à présent l'Islande. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, elles s'écrasent les unes sur les autres, ce qui a donné forme à notre paysage actuel. Tout cela grâce au manteau terrestre. Cette nouvelle théorie radicale va à l'encontre de tout ce qui est écrit dans les livres d'histoire et de ce que les scientifiques ont étudié, et elle a suscité beaucoup de scepticisme et de critiques. Mais en analysant le plancher océanique sous l'Islande et la croûte terrestre, nous pouvons supposer que cette idée n'est pas si farfelue. Il se trouve que la croûte sous l'Islande est beaucoup plus épaisse que les croûtes typiques. La croûte océanique est composée de roches fondues, uniques par rapport aux croûtes terrestres sur lesquelles nous marchons et vivons, et elle est beaucoup plus dense. La couche la plus fine de la Terre est la croûte terrestre où la vie prend place. Elle est essentielle pour l'eau, la culture des aliments, la collecte des ressources naturelles et des minéraux, et la respiration de l'oxygène. Elle s'enfonce sous l'eau, mais juste au-dessus du manteau terrestre. Elle se renouvelle aussi car elle est constamment recyclée dans le manteau et remonte. C'est pourquoi les roches de la croûte océanique ont une épaisseur d'environ 40 km, contre seulement 8 km partout ailleurs. C'est d'autant plus logique qu'on y trouve une forte concentration de volcans. Les études magnétiques du fond de l'océan montrent des couches de croûte fondues en forme de bande. De plus, étant donné que le champ magnétique de la Terre a changé de polarité pendant des millions d'années, cela a joué un rôle dans le façonnement de notre paysage. Mais il n'y a pas encore de preuves concrètes pour prouver cette nouvelle théorie. L'une des premières étapes consiste à commencer à creuser le fond de l'océan près de l'Islande. Le zircon est un minéral très solide qui peut durer des milliards d'années malgré l'érosion de la croûte terrestre. Et en prélevant des échantillons et en les étudiant, les chercheurs peuvent estimer l'âge géologique des continents. Cela permettra de savoir si la croûte est bel et bien océanique, laquelle est plus épaisse, ou continentale, laquelle est la croûte ordinaire sur laquelle nous marchons. Mais ce n'est pas un projet qui se fait du jour au lendemain, et il coûtera très cher. Un autre moyen est de faire des relevés sismiques qui permettent de mesurer les échos à partir de navires de recherche. Forer des trous à des kilomètres de profondeur dans la croûte peut aussi aider à la recherche. Mais cela coûterait encore plus cher que d'étudier les minéraux de zircon. Certaines plantes fossilisées endémiques de la Scandinavie et du Groenland pourraient prouver qu'Icelandia était autrefois à la surface et peut-être parsemée d'arbres. Ce n'était pas une terre froide comme aujourd'hui, si bien qu'elle a peut-être eu des forêts. Néanmoins, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé de preuves fossiles d'animaux communs aux deux terres pour suggérer quoi que ce soit. Mais peut-être que le temps nous le dira. La théorie va plus loin et suggère qu'il pourrait y avoir existé une plus grande Icelandia. Avec l'Islande, l'Irlande, la Grande-Bretagne, la Scandinavie et le Groenland réunis en un seul micro-continent, ce pourrait être une destination pour les amateurs de l'hiver et un endroit idéal pour le ski. Il serait possible de relier le Canada à la Grande Icelandia par un train traversant l'océan, ce qui ouvrirait encore plus l'économie. L'Islande a une superficie d'environ 103 000 km², ce qui est déjà assez grand. Et si la Grande Icelandia était présente aujourd'hui, l'Europe serait un tout autre continent. De nombreuses théories circulent sur d'autres potentiels micro-continents cachés dans le monde. Les scientifiques ne sont pas certains de la possibilité de l'existence d'Icelandia, mais si toutes les études menées ont été faites correctement, alors la théorie pourrait changer tout ce que nous savons sur l'Islande et l'océan Atlantique Nord. Et cela pourrait ouvrir la voie à d'autres micro-continents engloutis dans le monde. Une autre théorie existe. La Nouvelle-Zélande était la pointe d'un sous-continent perdu encore plus grand qu'Icelandia, appelé Zealandia. Des études montrent qu'il s'est séparé du supercontinent Gondwana il y a 79 à 83 millions d'années. Les scientifiques affirment que c'est le continent le plus fin et le plus jeune découvert sous l'eau. Le craton est une roche centrale qui sert de fondation principale à la plupart des continents.
Il a au moins 1 milliard d'années, mais la croûte continentale qui constitue Zealandia n'en est composée qu'à moitié, ce qui la rend assez jeune. Cela signifie qu'il manque une partie du craton, même s'il contient des restes de roches plus anciennes et des parties du manteau. On estime qu'ils ont jusqu'à 2,7 milliards d'années. Les scientifiques ont fait des études sur les cristaux de zircon de la Nouvelle-Zélande et ont découvert qu'ils avaient jusqu'à 1,3 milliard d'années. Le reste des continents a plus de 3 milliards d'années. Les scientifiques ont étudié la composition des roches du fond de l'océan autour de la Nouvelle-Zélande. Ils sont composés de silice et de granit que l'on trouve dans les croûtes continentales. Les fonds océaniques contiennent principalement des roches riches en magnésium et en fer. Ils sont aussi plus épais et plus hauts que les croûtes océaniques ordinaires qui l'entourent. Ils ont mené quelques études et collecté des données magnétiques et topographiques pour voir le lien entre la mer de Tasmanie et la mer de Corail dans la région de Cato Trough. Il s'agit de la bande étroite entre Zealandia et l'Australie. Les données satellites ont suivi de minuscules failles dans la gravité de la Terre pour cartographier la croûte du fond de l'océan entourant la région. Ils ont clairement identifié la masse qui constitue Zealandia, presque de la taille de l'Australie. Même si les signes sont là, cela ne prouve rien. Il est possible qu'il y ait un tas de microcontinents qui se soient tous séparés lorsque l'Australie s'est détachée du Gondwana. À l'époque, le supercontinent était composé de l'Amérique du Sud, de l'Antarctique, de l'Australie, de Zealandia, de l'Arabie et du sous-continent indien. Les croûtes continentales ne sont pas les mêmes que les autres croûtes océaniques qui les entourent. La Nouvelle-Zélande n'est pas le plus grand pays du monde, mais si les théories sont correctes, alors Zealandia ferait 6 fois sa taille actuelle. L'île Maurice est une île jeune qui n'a que quelques millions d'années. À seulement 1900 km de la côte africaine, on pense que cette petite île est née il y a environ 9 millions d'années. Les volcans sous-marins de la région ont craché tellement de lave qu'ils ont formé les terres actuelles. Mais les scientifiques y ont trouvé des roches de zircon qui ont plus de 3 milliards d'années. Il se peut qu'elles fassent aussi partie d'un continent submergé appelé Mauricia, qui ne fait qu'un quart de la taille de Madagascar. Les zircons qu'ils ont trouvés étaient enfouis dans des roches solides et pas seulement dans le sable. Ce qui peut exclure qu'ils se soient simplement échoués sur le rivage depuis un autre continent. Certains scientifiques ne sont toujours pas convaincus. Ils suggèrent que la découverte de roches qui ne se distinguent des autres roches typiques apportées par une éruption pourrait faire pencher la communauté scientifique vers cette théorie. Mais tout comme Icelandia pourrait faire partie de la Grande Icelandia, Mauricia s'appelait autrefois Rodinia, qui comprenait l'Inde et Madagascar. Selon certaines théories, Mauricia était recouverte d'eau lorsque l'Inde s'est détachée de Madagascar il y a environ 85 millions d'années. À première vue, il semble que nous vivions sur un radeau géant appelé continent, qui flotte sur de la lave en fusion en attendant de percuter un autre continent. Mais arrêtons-nous un instant dans un cours de sciences de niveau lycée. Notre planète ressemble à un gâteau, avec différentes couches d'ingrédients empilées les unes sur les autres, le noyau, le manteau et la croûte de la Terre. Où est-ce le glaçage? La pâte à gâteau du dessus représente la croûte terrestre, composée de 3 types de roches savoureuses, ignées, sédimentaires et, dites-le avec moi, métamorphiques. Ces roches se forment de différentes manières, par exemple à partir de lave solidifiée ou de dépôts de particules et de minéraux. La croûte est ce sur quoi nous nous tenons. Elle abrite nos continents, nos océans et tout ce que nous voyons autour de nous. Vient ensuite le manteau, c'est-à-dire la couche qui se trouve juste en dessous de la croûte. Nombreux sont ceux qui pensent que le manteau n'est autre que de la lave, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tout comme vous mélangez différents ingrédients dans votre pâte à gâteau, le manteau est constitué de différents types de roches qui bougent et se déplacent en permanence. Enfin, nous arrivons à la partie la plus sucrée. Le centre ou, dans le cas de la Terre, le noyau. Il se compose de 2 parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau externe est constitué de roches et de métaux en fusion qui sont incroyablement chauds. Aïe, encore plus chauds que la surface du Soleil. Le noyau interne est solide, même si les températures y sont folles. Il ne devient pas liquide car la pression y est incroyablement forte. En voyant tout cela, on peut aisément imaginer qu'il y a sous nos pieds des kilomètres de lave et de roches brûlantes. Alors, comment se fait-il que les plaques tectoniques se déplacent? Les continents ne flottent pas sur une mer de roches en fusion. Les croûtes océaniques et continentales reposent en réalité sur un manteau. Certes, il existe une couche de roches liquides dans notre planète, le noyau externe,
situé à environ 2900 km sous la surface, mais nous en sommes séparés par le manteau, qui est épais et solide. Les plaques tectoniques de la Terre se déplacent donc parce qu'elles reposent sur une épaisse couche de roche solide, le manteau supérieur. En fait, cette roche est soumise à une pression et à une chaleur incroyable, ce qui la fait couler au ralenti. C'est un peu comme le miel ou le sirop que vous versez sur les couches de votre gâteau. Lorsque vous déplacez le moule, le miel ou le sirop se déplace et s'écoule. De même, le manteau supérieur peut s'écouler et entraîner les parties qui se trouvent au-dessus de lui, mais beaucoup plus lentement que du miel. La roche est à la fois cassante et flexible. Elle peut se fissurer et se briser comme un biscuit. Je commence à avoir faim, moi. Mais elle peut aussi s'étirer et se plier comme un morceau de caramel. Lorsque les plaques s'accrochent les unes aux autres, elles ne peuvent plus bouger. Mais lorsqu'elles se libèrent, elles recommencent à dériver, comme des pièces de puzzle qui se déplacent jusqu'à ce qu'elles rencontrent un nouvel obstacle. Ce sont des températures et une pression extrêmement élevées qui sont à l'origine de cet écoulement. C'est comme une grosse marmite de soupe sur le feu. Lorsque la soupe chauffe, elle commence à se déplacer, transportant la chaleur d'un endroit à un autre. C'est l'heure du déjeuner. En parlant de déjeuner, je veux dire de lave. Il n'y a pas que les roches en fusion qui remontent du noyau externe jusqu'au volcan. Lorsque les plaques tectoniques entrent en contact et qu'elles glissent l'une sous l'autre, leur frottement crée beaucoup de chaleur et de pression. C'est comme lorsque vous vous frottez les mains par temps froid. Elles finissent par se réchauffer. Ou lorsque vous allumez un feu avec des pierres. Et quand la roche fondue, ou magma, remonte à la surface, cela nous donne des volcans. Il y a longtemps, la Terre n'était pas divisée en continents comme elle l'est aujourd'hui. Au lieu de cela, il y avait une masse terrestre géante, connue sous le nom de Pangée, qui signifie « toute la Terre » en grec. Imaginez que vous soyez coincé au milieu d'un océan gigantesque. Avec le temps, ce supercontinent s'est lentement désagrégé. Ses parties se sont éloignées les unes des autres et ont formé les terres séparées que nous appelons continents. Cette idée est apparue pour la première fois au XVIe siècle, lorsqu'un cartographe s'est rendu compte que les côtes de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Europe semblaient pouvoir s'emboîter comme des pièces de puzzle. Plus tard, des chercheurs se sont aperçus que la composition rocheuse de ces côtes était similaire, ce qui signifie qu'elles faisaient autrefois partie d'une masse géante, et ils ont appelé cela la théorie de la dérive des continents. Au début, les gens étaient plutôt sceptiques, car ils se demandaient comment des terres aussi massives pouvaient bouger. Aujourd'hui, nous serions tous en mesure de l'expliquer, n'est-ce pas? La croûte terrestre est donc divisée en quelques très grandes plaques et en de nombreuses autres plus petites. Elles sont toutes en mouvement, même si c'est au ralenti. Nous ne pouvons pas le sentir et nous ne verrons aucun changement particulier au cours de notre vie. C'est un processus qui dure des centaines de millions d'années. Lorsque les plaques se déplacent, elles interagissent les unes avec les autres de manière fascinante. Par exemple, lorsque deux plaques entrent en collision, l'une peut être poussée sous l'autre, ce qui contribue à créer une zone de subduction. Au fil du temps, c'est ainsi que l'on obtient des choses intéressantes comme des îles volcaniques, des fosses et même des chaînes de montagnes. Les plaques ont apparemment commencé à se déplacer il y a environ 3 à 5 milliards d'années. Il leur a fallu un certain temps pour se regrouper et former le premier supercontinent dont nous avons connaissance, le dénommé Ur. Aujourd'hui, ces vestiges constituent des parties de Madagascar, de l'Inde et de l'Australie. La Pangée a vu le jour il y a 335 millions d'années. Mais ce ne sera probablement pas le dernier supercontinent à se former. Ainsi, dans un avenir lointain, de nouvelles générations pourraient vivre sur ce que l'on appelle la Pangée prochaine. Lorsque la croûte océanique de l'Atlantique prendra lentement sa place sous la croûte continentale, le bassin océanique de l'Atlantique se refermera, ce qui explique que les continents finiront par se rapprocher. Cela signifie que les Amériques rencontreront l'Afrique et que l'Eurasie sera renversée sur le côté. Les hommes pourront donc vivre sur une masse continentale géante en forme d'anneau, regroupée autour de la mer intérieure, ou du moins de ce qu'il en reste. Ou bien les continents prendront une autre direction et formeront un autre puzzle, appelé l'amassis. Dans ce scénario, les Amériques dériveront vers l'ouest, fusionneront avec l'Australie et pivoteront vers la Sibérie. Et ce n'est pas tout. La Novo-Pangée est le scénario dans lequel les Amériques se rejoignent pour embrasser l'Antarctique et l'Australie, tandis que l'Afrique s'éloigne vers le nord-ouest. En fait,
tous les continents se rejoignent pour former une masse continentale géante qui s'étend d'un pôle à l'autre. Vous en voulez encore? Alors c'est parti. Il existe aussi l'hypothèse de l'Orica, qui est similaire à la Novo-Pangée. Seulement, ici, tous les continents s'unissent pour former une Terre gigantesque qui se concentre autour de l'équateur. Un bel endroit où vivre, avec un soleil permanent et d'interminables journées à la plage. Et qui sait quel genre de fossés, de montagnes, d'îles et autres beautés géologiques magnifiques nous obtiendrions avec ce supercontinent géant. La Pangée s'est disloquée il y a environ 175 millions d'années. Lorsque les océans Atlantiques et Indiens ont commencé à s'élargir vers l'est, la ceinture de feu s'est formée. Il s'agit d'un tracé qui longe l'océan Pacifique, où les tremblements de terre sont fréquents et les volcans actifs. L'Eurasie n'a pas pu franchir cette frontière et continuer à se déplacer vers l'ouest. Désormais, l'Eurasie peut se déplacer latéralement le long de la ceinture de feu. Les zones de subduction agissent en quelque sorte comme une barrière qui oblige les plaques tectoniques à progresser dans des directions différentes. Ainsi, l'Eurasie pourrait éventuellement entrer en collision avec les Amériques et former quelque chose de semblable à l'Amazie. Comme j'aimerais m'asseoir confortablement avec des pop-corn pour assister à ce magnifique spectacle, mais cela ne se produira pas avant au moins 50 millions d'années. Je pressens que je ne serai plus là à ce moment. Différentes théories évoquent différentes possibilités pour le prochain supercontinent. Mais il semble qu'il se situera probablement quelque part dans la zone polaire, autour de ce que nous appelons aujourd'hui l'océan Arctique. Bear, ce n'est pas ma tasse de thé. Ramenez-moi le soleil. Non, j'ai une meilleure idée. À table. Je parie que tu as déjà entendu parler de la civilisation perdue de l'Atlantide qui s'est enfoncée dans les eaux au large des côtes de la Grèce antique. L'histoire est censée être un mythe, mais les scientifiques auraient-ils enfin trouvé la cité perdue? Je ne sais pas si c'est vraiment cela, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont trouvé un continent perdu. Attends juste une minute, j'ai perdu des chaussettes, des clés et même quelques billes. Mais peut-on vraiment perdre un continent entier? Il faudra interroger notre planète à ce sujet. La Terre a perdu ce que l'on appelait le Grand Adria, il y a 100 à 120 millions d'années. Alors comment cela s'est-il produit et où est-il allé? La seule manière de décrire ce processus serait de dire que c'est comme un serpent qui se glisse à travers les rochers ou qui disparaît dans un trou. Il est plus facile d'imaginer comment on peut perdre un continent quand on sait combien il est difficile de trouver un serpent qui s'est échappé de ton regard curieux. La plupart des serpents ne laissent pas de traces. En fait, si tu n'étais pas là il y a 100 millions d'années pour voir ce serpent glisser sous un rocher, et de fait, moi je n'y étais pas non plus, tu ne saurais jamais ce qui s'est passé. Tout comme les scientifiques n'auraient peut-être jamais trouvé Adria sans la peau du serpent. Je veux dire les montagnes. Disons que ton serpent, pour s'enfuir, se glisse sous un rocher. Il n'a pas mué depuis longtemps, alors sa vieille peau se détache et reste juste là, dans ce minuscule espace entre le rocher et le sol. C'est ce qu'a fait le Grand Adria. Lorsqu'il s'est détaché d'une énorme masse terrestre connue sous le nom de Gondwana, tu en sauras plus dans quelques instants, ce morceau de taille du Groenland s'est alors dirigé vers le nord. Lorsqu'il s'est finalement écrasé sur l'Europe, il a glissé sous terre et a fait se plier et se recroqueviller l'endroit de rencontre des deux continents. Pendant des années et des années, il a continué à se déplacer et ses plis n'ont cessé de s'agrandir. À la fin, il a laissé des traces très évidentes et connues. Tu es même peut-être allé skier dessus pendant les vacances d'hiver. Je parle des Apennins et des Alpes suisses. Le professeur Douwe van Insenberg, un géologue qui a dirigé l'équipe de recherche responsable de cette découverte colossale en septembre 2019, a sa propre explication. Il compare ce processus de pliage à ce qui se passe quand tu mets ton bras dans un petit espace et que la manche de ta chemise ne peut pas passer. Elle se replie et ces plis sont comme la chaîne de montagne. Tu te demandes peut-être si d'autres chaînes de montagne ont des origines similaires. C'est bien le cas. Tu as déjà pris et poussé du sable dans tes mains? Tes mains travaillent comme des masses terrestres en mouvement et ces pics de sable que tu as créés sont une mini-version des montagnes. La peau de serpent, la manche de ta chemise ou le sable, en résumé, les montagnes sont le résultat des mouvements de ces énormes masses de terre lorsqu'elles s'écrasent et se glissent les unes sous les autres. Mais qu'en est-il du continent qui a disparu et qui les a laissés? Qu'est-il arrivé au Grand Adria? Tout comme un serpent s'enfonce sous terre pour l'hiver, Adria a continué à glisser sous la surface. Le docteur von Insbergen pense qu'elle est probablement bien installée en ce moment même à environ 1500 km sous l'Europe du Sud. Mais attends une minute. Le Grand Adria est-il toujours un continent s'il est enfoui sous l'eau ou sous terre?
Un serpent est-il toujours un serpent lorsqu'il est sous terre ? Bien sûr que oui. En fait, je connais même un continent qui est majoritairement sous l'eau, mais qui n'est pas du tout perdu. Tu as déjà entendu parler de Zélandia ? On l'appelle aussi le continent Nouvelle-Zélande ou Tasmantis. Il ressemble à un archipel, c'est-à-dire une chaîne d'îles. Mais si tu regardes sous l'eau, tu verras qu'il s'agit en fait d'un morceau entier de terre submergé avec des sommets de montagnes qui arrivent jusqu'à la surface. Ces sommets sont les îles. Zélandia est classé comme un microcontinent, ce qui pose alors la question suivante. C'est quoi un continent en soi ? Eh bien, le sujet fait débat. En fait, nous les terriens ne pouvons même pas nous mettre d'accord sur le nombre de continents, sans compter les perdus et les microcontinents qui existent. En général, un continent est une énorme masse de terre. Si tu viens des États-Unis, tu as appris qu'il y en a 7. L'Afrique, l'Antarctique, l'Asie, l'Australie, aussi appelée Océanie, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. En revanche, les écoliers européens combinent l'Europe et l'Asie en Eurasie, de sorte qu'ils n'apprennent que les 6 continents. Les Sud-Américains en reconnaissent également 6, mais ils gardent l'Europe et l'Asie séparées et combinent plutôt l'Amérique du Nord et du Sud. Ce qui est encore plus étrange, c'est que tout le monde semble s'accorder à dire que l'Australie est un continent, alors que le Groenland ne l'est pas et doit se contenter du titre de plus grande île du monde. Pauvre Groenland, tout cela a un rapport avec les plaques tectoniques qui se trouvent sous les continents, mais il vaut mieux laisser cette discussion pour une autre vidéo. Alors, d'où viennent tous ces continents ? Eh bien, si tu as déjà regardé un globe ou une carte, tu as probablement remarqué que les 2 grandes masses terrestres qui entourent l'océan Atlantique, l'Amérique du Nord et du Sud d'un côté et l'Europe et l'Afrique de l'autre, ressemblent à des pièces de puzzle qui pourraient être mises ensemble pour former une gigantesque masse de terre. Tu sais peut-être aussi qu'il existe un nom pour cette masse, Pangée. Les scientifiques pensent que la Pangée, un supercontinent s'il a vraiment existé, s'est séparé il y a 175 millions d'années. Mais pas comme ces 2 grandes pièces de puzzle que nous avons de nos jours. Au lieu de cela, la séparation s'est probablement faite horizontalement, laissant au sommet une Amérique du Nord, une Europe et une Asie connectées, une masse appelée l'Eurasia. Tandis que l'Amérique du Sud est d'abord restée avec l'Afrique, l'Antarctique et l'Australie dans une autre masse appelée Gondwana. Oui, ce même continent d'où se détachera le Grand Adria plus tard. Donc, si tu prenais toutes les masses terrestres, les continents, les microcontinents, les îles et les archipels de la Terre et que tu les mettais ensemble, tu obtiendrais la fameuse Terre originale en forme de goutte connue sous le nom de Pangée ? Non, non seulement il te manquerait les parties de continents qui se trouvent sous l'eau, comme les masses qui relient les archipels, mais aussi toutes celles qui ont été perdues au fil du temps. Oh oui, il y en a d'autres en plus d'Adria, les scientifiques les recherchent et ils en ont déjà trouvé. L'un des continents perdus est le Rio Grande Rise. C'est une étendue de monts sous-marins qui a été surnommée l'Atlantide du Brésil. La Grande Adria se trouve quelque part entre l'Afrique du Nord et l'Eurasie du Sud. C'est quelque part dans la mer Méditerranée. Or, la Méditerranée, c'est là où se trouvent la Grèce et Athènes. Donc, le Grand Adria, ce doit être l'Atlantide, n'est-ce pas ? J'en doute. Les historiens pensent que Platon a inventé l'histoire de l'Atlantide. Mais cela aurait-il vraiment pu se produire ? Cela dépend si tu crois aussi que les divinités grecques ont vraiment puni les humains pour avoir commencé une bagarre avec Athènes. Ouais. Donc, une théorie plus scientifique avance que l'Atlantide a tout simplement été inondée. Ou peut-être est-ce l'une des îles qui est restée lorsque le Grand Adria a plongé sous l'Europe. Aussi décevant que cela puisse paraître, la seule chose dont nous pouvons vraiment être sûrs, c'est que l'Adria lui-même n'est pas l'Atlantide. Les forces tectoniques qui ont poussé le continent sous l'Europe l'ont fait il y a plus de 100 millions d'années. C'est environ 80 millions d'années avant que les humains n'apparaissent sur notre planète pour déclencher un conflit avec Athènes ou qui que ce soit d'autre. Si tu regardes tous les continents du monde comme des pièces de puzzle qui formeraient la Pangée, tu pourrais dire que le docteur Van Insbergen et son équipe ont passé les 10 dernières années à essayer de reconstituer ce puzzle. Et comme les vrais puzzles, ils sont difficiles à faire quand il te manque un tas de pièces. Je parle de toi, Adria. Mais il dispose d'un équipement géologique sophistiqué qui permet de suivre l'enregistrement magnétique laissé dans les minéraux des roches. Tu vois, chaque roche, pierre et montagne porte une sorte d'empreinte du temps et du lieu où elle a été créée. Tout est lié au pôle magnétique de la Terre. Il change de temps en temps dans un processus appelé inversion du champ magnétique. En résumé, le magnétisme spécifique de certains sédiments et minéraux fonctionne comme une carte et un calendrier. Et c'est ainsi qu'ils savent d'où vient Adria, où il a fini et qui il a rencontré sur son chemin. En étudiant le magnétisme de ces échantillons, l'équipe a également découvert un autre détail intéressant. Le Grand Adria ne s'est pas seulement écrasé contre l'Europe, mais il a aussi tourné sur lui-même.
Et donc cette masse de terre qui tourne et qui danse pendant son voyage vers le nord se serait finalement cassé les dents sur un barrage nommé Europe. Ça ferait un super conte de fées pour les enfants. Ma seule question est la suivante. Si le grand Adria a plongé sous l'Europe, pourrait-il ressortir ? C'est possible. Les continents ne cessent jamais de se déplacer, et ils continuent encore de nos jours. Mais ils ont tendance à se déplacer à la vitesse d'un escargot. Alors reviens donc dans 100 millions d'années et nous verrons combien de continents les élèves de CE1 apprendront à l'avenir. Bon, moi je ne serai plus là, ils trouveront bien quelqu'un d'autre.